Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a une vidéo que j'avais vue l'année dernière et qui est en train de ressortir en ce moment. C'est une vidéo qui compare les dessins animés d'avant et ceux d'aujourd'hui. A dream is a wish your Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'images et beaucoup plus de scènes par minute. Les personnages parlent très très vite, les animations sont quasiment stroboscopiques. Enfin bref, l'enfant va être surchargé d'informations, à tel point qu'il va avoir du mal à tout assimiler. Du coup, il va bugger. T'as vu, je l'ai fait bien. La conséquence, c'est qu'il va rester comme hypnotisé devant l'écran. Alors, réveille-toi. Là, tu te dis que c'est un phénomène qui ne concerne que les enfants. Oh, que tu es naïf. Pas du tout, ça concerne tout le monde en réalité. Alors, ça n'aurait échappé à personne que nous aussi, on est surchargé d'informations. Entre les notifications, les applications, le scroll, vers l'infini et au-delà. Ouais, on l'a tous celui-là. Ce qui fait que notre cerveau, c'est un petit peu comme s'il faisait une crise d'épilepsie permanente. C'est une métaphore, hein, évidemment. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup trop d'informations et donc on va être obligé de s'adapter. Et c'est ce qu'on fait. On fait une forme de Darwin. Entre guillemets, on s'adapte à notre environnement. Selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et il va falloir trouver une réponse à la hauteur de ce flux informationnel. Il va falloir que ce soit simple et que ce soit rapide. Les émotions. Ah, les émotions, c'est simple et c'est rapide. On sait par exemple qu'on est en colère, hein, avant même d'expliquer pourquoi. Et en fait, on va venir réagir à ces informations. Et en réalité, on est un petit peu dans l'ère de la réaction. On réagit beaucoup plus qu'on ne réfléchit. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on va venir sursolliciter nos émotions. Et maintenant, dans le cerveau, comment ça se passe? Alors, on va venir activer notre système limbique et en particulier l'amygdale. Alors, l'amygdale, c'est le centre des émotions. Je simplifie à mort, hein. L'amygdale, en gros, c'est le gremlins des émotions. C'est le danger, c'est la colère, c'est l'indignation. C'est le gremlins qui a bu de la flotte après minuit. Voilà, ça c'est l'amygdale. Et l'amygdale, elle est rapide, à tel point qu'elle va venir devancer notre cortex préfrontal dorsolatéral, le devant du cerveau, parce que lui, il est beaucoup plus lent. Donc l'amygdale, elle le met au chômage technique. Elle lui passe devant. Oh, il est parti loin, lui, du coup, hein. Il fait du bobsleigh. Les Looney Tunes présentent le bobsleigh. Et c'est quoi son rôle au préfrontal? Son rôle à lui, c'est de construire des pensées et de les nuancer. Tu noteras que les pensées construites et nuancées en ce moment, ça n'a pas trop la cote, hein. Et pour cause, l'amygdale prend le dessus. Et c'est pas son seul rôle au préfrontal. Il a également un rôle d'inhibiteur cognitif. En gros, c'est le médiateur. C'est-à-dire que lorsque l'amygdale, elle a une pulsion, elle a très envie de réagir, on est toujours dans la réaction, hein, très envie de réagir à une publication sur les réseaux sociaux, par exemple. Très envie d'écrire sale facho. Tu le remets celui-là? Bon, on l'a tous, hein, je crois, hein. Bon, bah lui, son rôle, le préfrontal, normalement, c'est de dire arrête, tu perds ton temps, tu es ridicule. En plus, tu sais même pas la définition de facho. Sauf que lui, je rappelle, il fait du bobsleigh. Donc l'amygdale, elle a le champ libre. Elle peut laisser libre cours à toutes ses envies. Et on le voit sur les réseaux sociaux, hein. Ouh là là, ça fuse. Facho, mais non, c'est toi le facho, sale facho. Ah tiens, le préfrontal est en vacances. Bobsleigh. Et c'est celui qui dit qui est. Oui, je m'exprime en dessin animé. Oh bah écoute, je m'adapte. Toi, tu te dis que 1984 de George Orwell, il y avait un petit côté prophétique, alors qu'en réalité, on est plus proche d'idiocratie. Oups. Oh bah le niveau est bas. Sale nazi. Par chance, rien d'irrémédiable. Il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui a été réalisée par Schmidgen. Il a étudié l'impact de la restriction du téléphone sur le cerveau. Et pour ce faire, il a utilisé l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc il a regardé les cerveaux avant la restriction et après. On observe assez rapidement un recalibrage du cerveau. Et ça, c'est plutôt bon signe. Avec ces résultats, on tend à penser qu'une restriction aboutit à un rééquilibrage émotionnel et un meilleur contrôle des impulsions. C'est encourageant, hein. Et si on mettait de la géographie entre les écrans et nous? C'est pas con, hein? Mais félicitations. Après, c'est vrai que ça pourrait expliquer certaines réactions des enfants quand ils sont devant l'écran, tout ça, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent, je pense. On n'y met pas assez en avant les effets que ça a sur le cerveau et comment on pourrait se comporter après. Mais c'est vrai que de mettre un petit stop sur les écrans de temps en temps, ça fait pas de mal en vrai. Tout le monde parle de l'Union Européenne, mais personne ne parle de qui la dirige. Entre les contrats Pfizer, les SMS supprimés et les conflits d'intérêts, les gars, il y a des choses à dire. Top 5 des plus gros scandales liés à Ursula von der Leyen. Top 5, les faux diplômes. Ça commence bien. On commence doucement. En 2015, une plateforme anti-plagiat allemande se penche sur la thèse d'Ursula von der Leyen. 47% de pages copiées. Voilà, des phrases qui sont littéralement pompées d'autres auteurs. Et autre information qui me semble essentielle, mais vous avez deux autres ministres allemands qui étaient dans la même situation. Ils ont dû démissionner dans la minute. Elle s'est juste pris un petit rappel à l'ordre et quelques années plus tard, elle est devenue présidente de la Commission européenne. Voilà. On monte tout doucement. Top 4, son licenciement au sein du gouvernement allemand. Il faut en parler, les gars. Entre 2013 et 2019, elle est ministre de la Défense en Allemagne. Et là, bah écoutez, c'est le jackpot pour les conseils de cabinet privés. Pourquoi? Parce que vous avez 200 millions d'euros qui sont partis en fumée en 2 ans. Et tout ça sans aucun appel d'offres. Alors sans appel d'offres, la Commission allemande se pose des questions. Comment tu fais pour les
choisir. Alors elle ouvre une enquête. Et là, coup de tonnerre, mais tous les messages d'Ursula von der Leyen, eh ben, ils sont supprimés. Ah, quel dommage, parce qu'en plus, le Bundestag avait demandé d'y accéder. Je pense qu'on peut parler de copinage et de corruption. Bref, top 3, et il est d'ailleurs lié avec le point qu'on vient de voir. Pourquoi je dis ça? Parce que Bruxelles et la présidence de l'Union européenne, c'était la bonne solution pour éviter tous les procès. Première chose à savoir, mais c'est qu'en 2019, juste avant les élections pour la présidence à la Commission européenne, elle était même pas favorite. Et là, en quelques jours, à la surprise générale, bah, c'est elle qui est élue. Quel hasard! Et on en vient au point essentiel, parce que du coup, avec ce statut, elle bénéficie de l'immunité de la présidence de l'Union européenne. Quel hasard, encore une fois. Oh là là, les étoiles sont alignées. Top 2, et là on rentre dans la cour des grands, les SMS Pfizer. Accrochez-vous bien, c'est une dinguerie. 2021, l'Europe négocie le plus gros contrat de son histoire. Ce sera 1,8 milliard de doses Pfizer contre 35 milliards d'euros. Petit problème, bah toutes les négociations, elles se font par SMS de manière complètement secrète. Ça remonte aux oreilles de la presse, vous vous doutez bien qu'on la questionne. Eh ben écoutez, les SMS sont encore une fois supprimés. Putain, c'est dingue quand même. L'affaire est toujours en cours, quelle coïncidence. Et top 1, le pire scandale, mais celui dont personne ne parle, la manière dont elle dirige l'Union européenne. Parce qu'on l'oublie bien trop souvent, mais le tribunal de l'Union européenne a jugé lui-même la Commission européenne en 2025. Vous allez me demander pourquoi? Parce qu'ils ont enfreint eux-mêmes leurs propres règles concernant la nomination de hauts fonctionnaires. Alors à partir du moment où on se dit ça, on a tout dit. Hein. On parle de passe-droit, de procédures contournées, enfin bref, t'es mon copain, donc allez, vas-y, n'hésite pas. Alors la prochaine fois qu'on te dira que l'Europe c'est une démocratie et que c'est transparent, t'hésiteras pas à repenser à cette vidéo. Bref, n'hésite pas à t'abonner et canal Telegram dans la bio. En vrai, je comprends pas comment, avec tout ce qu'elle a fait, et puis avec le fait qu'elle a, avec tout ce qu'elle a fait, et puis avec le fait qu'elle a été virée, tout ça, comment elle peut être présidente de l'Union européenne? En vrai, ça peut être qu'avec des magouilles, en vrai, quand on regarde les choses comme ça. Je veux pas vous effrayer, je vais aller droit au but. Il y a une infirmière libérale qui m'a envoyé un message aujourd'hui concernant un message qu'elle a reçu de la Direction Générale de la Santé. Un message urgent, je vous le montre pas en photo parce que peut-être que j'ai pas le droit. S'il y a des infirmiers ou des infirmières libérales, confirmez dans les commentaires. Parce que là, je pense que c'est grave. Et que les Français devraient quand même être tenus au courant qu'il y a un potentiel danger. En tout cas, si ce message s'avère vrai. Alors là, je l'ai devant moi, il est à l'attention des médecins, des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes. Je vais pas vous lire le message entier, je vais vous lire que le début. Alors il y a écrit clairement « Une épidémie de malades à virus Ebola, entre parenthèses, souche Bundibugyo, est en cours en République dominicaine du Congo. » Et en Ouganda, avec une circulation active et probablement sous-estimée à ce stade. Donc là, tous ceux qui travaillent, entre guillemets, dans le médical, reçoivent un message comme quoi Ebola est sous-estimé, alors qu'on nous dit qu'on n'a rien à craindre. En gros, ils expliquent aux infirmiers de faire attention, en tout cas de voir si leurs patients n'ont pas des symptômes qu'Ebola pourrait représenter. Alors, c'est une mise en place de sécurité, il faut peut-être pas s'affoler, c'est normal. C'est toujours bien de prendre des dispositions. Mais les autres infirmiers libéraux et infirmières libérales, vous confirmez, vous avez reçu ce message ou pas? C'est vrai que je serais curieux de voir autour de vous si les infirmières que vous avez, enfin que vous connaissez, ils ont reçu ce message et que vous me dites en commentaire. Mais c'est vrai que ça me fait penser à quelques vidéos un peu plus tôt que j'avais mis par rapport à la guerre, quand Macron il disait que en gros, il fallait faire attention qu'il pourrait avoir la guerre, tout ça. Bah là, ça me fait penser à ça, mais au niveau des maladies. Donc c'est vrai que faut se poser des questions quand même. Une scientifique atteinte d'un cancer refuse la chimiothérapie et décide de s'injecter elle-même des virus dans sa tumeur. Et ce qui va se passer ensuite est assez incroyable. Cette femme s'appelle Beata Alassi. C'est une virologue croate spécialisée dans l'étude des virus. En 2020, elle est confrontée à une récidive sévère d'un cancer du sein triple négatif de stade 3. Et ce n'est malheureusement pas la première fois. Elle a déjà subi une mastectomie ainsi qu'une chimiothérapie particulièrement lourde lors d'une précédente récidive. Mais cette fois, elle refuse de recommencer. Selon elle, les bénéfices potentiels sont trop incertains face aux effets secondaires très importants que pourrait entraîner un nouveau traitement. Alors, elle décide d'explorer une autre piste. Une piste que peu de gens auraient osé envisager. À l'époque, Beata travaille comme chercheuse à l'université de Zagreb et étudie les virus depuis des années. Avec l'accord de son équipe médicale, elle choisit de tester sur elle-même une approche expérimentale appelée la virothérapie oncolytique. Le principe, il est fascinant.
Certains virus peuvent cibler les cellules cancéreuses tout en stimulant le système immunitaire pour qu'il participe lui aussi à l'attaque de la tumeur. Et pour cela, elle utilise 2 virus qu'elle connaît parfaitement. Une souche atténuée du virus de la rougeole et le virus de la stomatite vésiculaire. Puis, elle les injecte directement dans sa tumeur. Et là, la tumeur réagit fortement. Elle se nécrose progressivement, se détache des tissus environnants et devient beaucoup plus facile à retirer chirurgicalement. Quelques semaines plus tard, les médecins peuvent réaliser une intervention bien moins invasive que prévu. Et cela sans avoir recours à une nouvelle chimiothérapie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2024, Beata Alassi publie son propre cas dans une revue scientifique afin que les chercheurs du monde entier puissent l'étudier. Son expérience ne constitue pas encore une preuve définitive, mais elle ouvre une piste particulièrement intéressante. Alors que des milliards sont investis chaque année dans la recherche contre le cancer, son histoire rappelle que certaines avancées majeures peuvent parfois surgir là où personne ne les attend. Aujourd'hui, la virothérapie oncolytique est considérée par de nombreux chercheurs comme l'une des pistes les plus prometteuses contre certains cancers. Et si dans quelques années, cette scientifique était reconnue comme l'une des personnes ayant contribué à ouvrir une nouvelle voie dans la lutte contre cette maladie. Après, c'est vrai que avec toutes les recherches qui sont faites depuis tout ce temps, je trouve ça quand même curieux qu'on n'a pas trouvé de meilleure solution en vrai, parce qu'il y a tellement de gens qui regardent. Mais c'est vrai que ça peut ouvrir des pistes et ça peut être vraiment intéressant si ça peut aider les gens. Macron reconnaît utiliser les services de renseignement français pour censurer les médias en Arménie, mes amis. Et tout ça, évidemment, pour lutter contre la Russie. Évidemment. En effet, mes amis, et c'est même pas moi qui le dis, ce sont les médias français. On est en pleine élection législative en Arménie et Emmanuel Macron, comme le dit Slate, a un poulain. Ce poulain, c'est cet homme-là, le président arménien, et il est prêt à tout pour le soutenir. Selon les médias français, il existe bien une censure des médias en Arménie avec l'aide d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, l'Arménie est passée de la 36e meilleure place en liberté de la presse à la 50e selon le classement de RSF, mes amis. Et pour cause, la DGSE veille. Et plus particulièrement les officiers de la cellule spéciale Viginum qui surveillent donc tous les propos qui seraient contre le président arménien. Et lorsqu'on demande à Emmanuel Macron ce qu'il en est, regardez bien ce qu'il dit, ce n'est pas de l'ingérence mais une prise de position politique. C'est précisément ce qu'on appelle en France de l'ingérence dans les affaires étrangères. Alors évidemment, le pire ennemi et le grand danger européen, c'est cet homme, Vladimir Poutine. Et demain, si l'Arménie se retrouve à devoir choisir entre l'Europe et la Russie, eh bien encore une fois, ce seront les Arméniens qui en paieront le prix, exactement comme les Ukrainiens récemment. Mais ça, Macron s'en fiche, c'est pas des Français qui iront perdre leur vie. Bon courage aux Arméniens qui vont survivre. En vrai, j'ai envie de dire pourquoi ils se mêlent de ça en vrai. Enfin, ils ont pas à s'en mêler, c'est un autre pays, ça les regarde pas et je comprends même pas pourquoi ils font ça en vrai, c'est pas normal. Bon, eh bien, Emmanuel Macron continue sa destruction méthodique du pays, car un nouveau fleuron national vient d'être racheté par une boîte américaine. Regardez. Cette décision était attendue et même redoutée. Elle est maintenant actée. L'entreprise chimique Polytechnil sera reprise par le fonds d'investissement américain Lone Star, placé en redressement judiciaire en janvier dernier. Le tribunal des activités économiques de Lyon a tranché ce lundi. C'est la seule offre de reprise. Qu'est-ce que ça implique, Cassandra ? Alors d'abord que très peu de salariés soient maintenus à leur poste sur environ 550 employés en tout sur les deux sites, donc Saint-Fond et Valence. Seules 72 personnes garderont leur emploi. Cela veut dire que près de 9 employés sur 10 vont le perdre, en sachant que l'entreprise employait jusqu'à maintenant 450 salariés sur le site de Saint-Fond et 90 sur celui de Valence. Et parmi ces postes, seuls les emplois commerciaux et de recherche sont maintenus, laissant donc de côté la majorité des ouvriers et des techniciens. Et puis autre point important également, le repreneur ne garde pas les usines ni la production. Il a proposé une offre à un peu plus de 10 millions d'euros, je le rappelle. Et donc Lone Star rachète uniquement la marque, les brevets et les activités de recherche, ce qui veut dire que vraiment l'activité industrielle va s'arrêter. Bon, eh bien tout ça, ça ne serait rien si depuis que Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, c'est plus de 1600 entreprises françaises qui sont passées sous pavillon américain. 1600. De toute façon, quand on regarde, même sur les technologies, il y a plein de technologies et d'entreprises françaises en fait qui ont fini américaines et qu'on dit américaines alors qu'ils venaient de la France. J'ai envie de dire, ils le font ça à chaque fois. Ils développent ici et puis ils récupèrent tout. Préparez-vous car en novembre, l'Europe va vous donner une carte d'identité numérique. Et vous n'êtes pas prêts. Tous les pays
de l'Union européenne seront obligés de fournir à leurs citoyens un portefeuille d'identité numérique. Dedans, vous y retrouverez vos papiers, vos diplômes, vos documents bancaires, votre signature électronique, bref, tout dans une seule et unique application. Sur le papier, on a l'impression que c'est génial, et je suis d'accord avec vous, en tout cas ça simplifierait énormément. Plus besoin de scanner 14 documents pour un petit prêt immobilier. Vous envoyez tout en 2 clics, bon, c'est pratique. Sauf que quand on creuse, ça devient beaucoup moins confortable, et vous devez le savoir. Parce qu'on parle de centraliser l'intégrité de votre identité administrative au même endroit, et qui dit centralisation, d'ici pas une semaine ne se passe sans qu'on apprenne une fuite de données massive. Des hôpitaux, des opérateurs, des institutions politiques, et là on parle pas de votre mail ou de votre passe Netflix, on est bien d'accord, on parle de vous, de votre identité entière. Et le plus fou dans tout ça quand même, c'est la question de l'hébergement. Si des États européens choisissent des infrastructures américaines pour stocker notamment vos données, vous devinez bien, ces entreprises seront soumises au Cloud Act, ce qui veut dire que le gouvernement américain peut également y accéder aux papiers d'identité européens potentiellement lisibles dans Washington, et là on parle pas juste de papier, on parle d'identité entière. Je pense qu'il est important qu'on en parle de ce foutage de gueule. Et il y a un détail qui me fait d'ailleurs tiquer. Dans les fonctionnalités, il y a un truc qui s'appelle le certificat d'authentification web qualifié. Aujourd'hui c'est anodin, mais demain, dans un monde où nos dirigeants votent de plus en plus de lois de contrôle numérique, imaginez qu'on vous demande à un moment donné de vous identifier via cette app pour accéder tout simplement à Internet. Ça devient un filtre, et un filtre, ça veut dire de la censure. Déjà, il faut bien censurer, là ce serait quand même le next step. Aujourd'hui, pour garder un secret, il suffisait tout simplement de ne rien publier. Demain, il faudra espérer que personne ne pirate l'application qui contient toute votre vie. Novembre 2026, c'est dans quelques mois. Et le moment de s'y intéresser, c'est tout simplement maintenant. En fait, je suis pas sûr que c'est vraiment pour novembre 2026 qu'ils vont l'intégrer, parce que j'avais plus entendu pour 2029. Mais vu comment les choses se passent, des fois, je me dis que c'est pas impossible qu'ils ont avancé la date en vrai, qu'ils vont essayer de faire plus tôt. Et je me dis, c'est même pas, on doit s'inscrire quelque part pour avoir les papiers numériques. Ils nous obligent à les avoir parce qu'ils sont déjà là, en fait. Mais c'est vrai que quand on regarde pour tout ce qui est piratage, tout ça, c'est pas bon du tout. Ils ont voulu remplacer l'humain par l'intelligence artificielle, sauf qu'aujourd'hui ça leur coûte très cher. Comment te dire? Microsoft vient d'interdire à ses ingénieurs d'utiliser l'intelligence artificielle appelée Claude. Et tu veux savoir pourquoi? Ils se sont rendus compte que l'utilisation de cet outil coûtait beaucoup plus cher que l'humain. C'est fou, non? Sachant qu'il y a à peu près 6 mois, Microsoft encourageait ses ingénieurs à utiliser cette application. Et le truc, c'est que ces ingénieurs ont utilisé énormément de tokens. Et pour le coup, il y avait environ 100 000 ingénieurs qui se sont amusés, bien sûr, à utiliser cette application. Sauf que ça coûte des tokens. Et la facture, disons qu'ils ne l'avaient pas vu venir, sauf qu'elle est bel et bien arrivée. Donc, pour résumer, Microsoft avait investi à peu près 5 milliards de dollars dans la société Anthropic, qui détient justement l'application Claude, pour au final interdire cette application à ses ingénieurs. Et pour le coup, il n'y a pas que Microsoft. Il y a aussi Uber et plein d'autres sociétés américaines qui avaient justement investi dans Anthropic, qui au final se retrouvent avec des factures astronomiques. Et je sais qu'après tu vas me dire, mais qu'en pense l'expert? On l'a annoncé dans la vidéo du mois de juin, qu'il y allait y avoir justement une grosse crise financière liée à l'IA. Et je pense que là, c'est que le début. Voilà. C'est vrai qu'en réfléchissant bien, en vrai, ça pourrait se retourner contre eux dans ces conditions-là. Mais après, c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai qu'ils utilisent des modèles d'IA, mais si c'est pas les leurs, ils vont devoir payer l'utilisation. Donc c'est vrai que ça va vite dans ces conditions-là. Mais bon, c'est tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.